Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on débriefe l'étape numéro 18. On partait d'Embrun pour aller à Valloire, 208 km, certainement l'étape avec le plus de dénivelé positif sur ce Tour de France. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà un petit col de 3ème catégorie, c'était en tout début de journée, mais surtout on avait le col de Vars, l'Isoire, le Galipier, c'était donc très difficile à arriver en descente, dans la descente du Galibier. Grosse chaleur également dans cette journée, bien entendu avec des températures caniculaires, hein. Vous voyez sur une grande partie de la France il fait plus de 40 degrés. Première heure de course très rythmée, 45 de moyenne sur la première heure de course. Échappée a mis beaucoup de temps à sortir, on a mis quasiment 60 bornes. On a eu une grosse échappée bien entendu, comme c'est l'habitude désormais sur les étapes de montagne, sur les grands tours, d'avoir des échappées de 40 coureurs. Je pense que des fois être un ou deux de plus sur une étape de plat, au lieu d'en avoir que 4 dans une étape de plat, d'être 7 ou 8 sur une étape de plat, où on pourrait jouer la gagne de cette manière, ou alors être 40 sur une étape de montagne, je pense qu'il y a autant de chances de gagner en étant 4 dans une étape de plat qu'en étant 40 dans une étape de montagne. Donc on avait Quintana, Bernard, Julien Bernard, Michael Cherel, Romain Bardet, Lutsenko, Adam Yates, Woods, Ourselin, Perrichon, Rossetto, Moinard du côté d'Arkea Samsic, Henao, Powells avec Van Avermaet et Geschke du côté de la CCC. On avait mis la grosse équipe. Puis on avait, bien c'est tout, on avait Henao également. Je sais plus si je l'ai dit. Voilà, bon, j'ai pas fait tous les coureurs, mais voilà, c'était les principaux coureurs dans cette échappée. Dans l'Isoire, le groupe pète, hein, le col de Vars, il a servi à rien quasiment, on a roulé au train. Dans l'Isoire, ça pète avec Bernard et Van Avermaet qui sortent, repris tout en haut de l'Isoire par Caruso qui était dans cette échappée, le cours de la Bahreïn Merida, et Bardet qui prend les points de la deuxième place, puis ensuite on arrive dans le... Il avait déjà pris les points de la deuxième place, hein, par contre, dans le col de Var, derrière Tim Wellens, ce maillot à poids qui est également dans cette échappée, avec Tige Benoît. Et puis dans le Galibier, eh bien, Quintana décide d'attaquer et Bardet n'arrivera jamais à revenir sur lui. Quintana qui était le plus frais du groupe et surtout le plus intelligent, mais je reviendrai sur lui dans quelques instants. Derrière, pour les leaders, eh bien, la Movistar a roulé, a vissé dans l'Isoire, mais au final personne n'a attaqué. Ensuite c'est Ineos qui a roulé dans le Galibier et à 5 km du sommet, c'est Egan Bernal qui a attaqué et qui a pris 30 secondes à peu près d'avance en bas sur Thibaut Pinot qui a essayé de suivre. À 800 mètres du sommet, Alaphilippe a montré quelques signes de faiblesse, mais il n'a pas été décroché du groupe, on va dire, des plus gros leaders de ce Tour de France. On passe tout de suite au Français du jour. Le Français du jour, non, ce n'est pas Julien Alaphilippe, je ne mets pas toujours Julien Alaphilippe. Aujourd'hui, c'est Romain Bardet. Romain Bardet qui a fait une belle journée à l'attaque devant. Ça s'est un peu mieux passé que la dernière fois, il était en échappée. Déjà, ils étaient confiants parce qu'ils ont mis Michael Cherel, Mathias Franck, qui sont quand même des pièces importantes du dispositif AG2R. Lui qui voulait se refaire un petit peu la cerise après un début de Tour de France qui a été très compliqué, où il a dû faire une croix sur le classement général assez vite, Romain Bardet, dès la première étape, la deuxième étape pyrénéenne, l'arrivée du Tourmalet. Ça aurait déjà été difficile s'il avait été dans le coup, dans le Tourmalet, parce qu'il était déjà loin à ce moment-là au général. Alors certes, il rate la victoire, mais Quintana a été très fort aujourd'hui. Et puis, c'est difficile de vouloir courir de lièvre à la fois. On le sait que le maillot à poil l'intéresse depuis maintenant quelques jours, Romain Bardet. Et donc, c'est difficile d'aller faire les sprints en haut des maillots à pois et en même temps avoir encore de la fraîcheur pour aller chercher la gagne. Donc, pas la capacité de suivre Quintana. Ensuite, derrière, il s'est quand même bien débrouillé. Il a lâché tous les autres compagnons, dont Lutsenko, qui a été le plus résistant, pour finir deuxième au haut du Galibier. Il prend le maillot à pois. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va être son objectif désormais sur la suite de ce Tour de France, sur la fin de ce Tour de France même. Monter sur le podium à Paris avec le maillot à pois. En plus, on sait que c'est un maillot qui est important pour les coureurs cyclistes, hein, français. Virenque, bien entendu. Et c'est pas un objectif facile par contre, parce qu'il va falloir qu'il reparte à l'attaque dès demain et samedi. Hein. Il sera obligé d'être à l'attaque sur les 2 étapes alpestres pour remporter ce maillot à pois. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, et on commence avec Nairo Quintana qui a été très fort. Le Colombien, on sait que sur une étape comme ça, on passait plus de 3 fois au-dessus des 2000 mètres avec un point culminant à 2642 mètres du côté du col du Galibier, mais déjà le col de Vars, c'était
pas simple, et bien il sort à 5 km du sommet du Galibier à peu près, et là il n'y a personne qui peut le suivre, hein. C'était vraiment la bonne solution. Bonne descente ensuite derrière, où il n'a pas pris trop de risques, parce qu'il avait fait le forcing dans les 5 derniers kilomètres. Bonne stratégie tout simplement de Quintana. Quand j'allais revenir sur Quintana, c'est ça là-dessus. Déjà il a quasiment pas roulé sur la première partie de course, c'est ses équipiers qui ont fait beaucoup de travail. Ensuite dans les montées il a pas roulé parce que dans l'Isoire il disait grosso modo il a peu passé de gros relais, parce que derrière c'est son équipe qui roulait dans le peloton. Alors après la stratégie de la Movistar, on reviendra. Lui a une bonne stratégie, par contre la Movistar c'était pas vraiment le cas. Et puis ensuite quand en bas du Galibier vers Briançon tous les coureurs se mettaient des mines, et bien lui il suivait, il n'accélérait pas du tout le rythme. Et bien c'est à ce moment-là qu'il a conservé de la fraîcheur, conservé beaucoup de fraîcheur pour le final. C'est à ce moment-là qu'il peut placer son attaque à 5 km de l'arrivée. C'est à ce moment-là qu'il gagne la course tout simplement, parce que lui il a été beaucoup plus intelligent que les autres coureurs, qui n'arrêtaient pas de se mettre des petites mines dans la tête pour pas grand-chose. Vu que le Galibier, comme je vous l'avais plutôt indiqué, on va parler français, dans les 15 premiers kilomètres, c'était quand même pas très pentu, c'était sur la deuxième partie que ça devenait difficile. Et puis on revient également au général, parce qu'il est désormais 7ème à 3 minutes 54. Et quand on voit comment ça s'est passé pour Landa et Valverde, on peut se dire que ça peut être désormais un objectif pour lui, un top 5. C'est encore jouable, hein. Ce Tour de France est encore très ouvert, il reste 2 étapes difficiles, même si demain, pour Quintana, les jambes seront extrêmement lourdes. Bernal qui reprend la deuxième place du général, qui reprend 32 secondes sur tous les gros leaders. Attaque dans le Galibier. Alors il attaque un peu tard, je pense que s'il avait des très bonnes jambes comme il nous l'a montré dans les 2 derniers kilomètres, il aurait pu attaquer avant, parce qu'il aurait repris beaucoup plus de temps. Surtout qu'Ineos a vraiment roulé pendant tout le Galibier, et moi je me suis même dit à un moment, entre Movistar qui a roulé dans l'Isoire et Ineos dans le Galibier, je me suis dit, il y a un moment où est passé le panache, parce que c'était quand même une étape où on pouvait avoir des attaques, et on a attendu très longtemps avant d'avoir une attaque. Je trouve que c'est quand même beaucoup d'efforts pour pas grand chose, parce qu'au final il a fait un effort très violent dans les 2 derniers kilomètres, il a roulé très très fort, donc il s'est fait mal. Je pense qu'en plus au niveau des toxines à 2600 mètres, ça fait extrêmement mal, et les jambes ont pas mal toxiné, pour au final reprendre 32 secondes. C'est quasiment un gain, alors je vais pas dire insignifiant, mais il reste quand même à 1,25 je crois encore d'Alaphilippe. Et il va falloir faire plus si on veut gagner ce Tour de France. Il reste encore très très proche de Geraint Thomas. En plus, j'ai l'impression que Geraint Thomas n'a pas trop apprécié l'attaque de Bernal, et qui risque encore de se mettre des mines, les 2 coureurs de Ineos, qui pourraient permettre à un autre coureur de s'imposer. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a une bonne entente entre les 2 coureurs. Mais c'est vrai que voilà, beaucoup d'efforts, je trouve, pour pas grand chose, pour un gain qui me semble quand même 32 secondes assez marginal. Il aurait fallu attaquer avant. Ou ne pas attaquer s'il voulait attendre demain. Mais voilà, s'il avait vraiment des bonnes jambes, je pense qu'il aurait pu attaquer auparavant. On clôture avec les bonnets d'âne. On va commencer avec l'homme d'histoire. Pourquoi rouler si on n'attaque pas? C'est la question du jour, vous avez 4 heures. La Movistar qui donc roule très très tôt dans l'Isoire, donc dans ce cas-là on sent qu'il vise dans l'Isoire, donc on se dit allez, c'est le début des grandes manœuvres. En plus Landa était loin en général, il était à 4,54. On se dit qu'il y aura peut-être le relais de Quintana. On commence à réfléchir à certaines choses. Il y avait Soler également qui était devant à ce moment-là, et Quintanilla. Donc on se dit il y a peut-être une stratégie qui est en place avec Valverde, avec Landa. Il roule très très fort, et au final on vise dans l'Isoire, on n'attaque pas dans l'Isoire. On se dit on les attaque pas dans l'Isoire, c'est peut-être pour attaquer après derrière, mais derrière on les a plus vus. Donc pourquoi rouler aussi fort dans l'Isoire si c'est pour pas attaquer? En plus, ce qui fait que Quintana aurait pu reprendre plus de temps, parce qu'à un moment Quintana était quand même à 7,50, un truc comme ça. Donc ça aurait pu être intelligent pour le replacer encore mieux dans le classement, parce que là il est encore à 3,54. Si tu imagines qu'il a 2 minutes, il se replace dans le top 5, hein, Quintana. Il revient à 1,54, il revient quasiment au niveau de Pinot. Donc j'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont roulé à ce moment-là, si c'est né pour pas attaquer. En plus j'ai senti que Landa à un moment était un peu limite. Valverde se fait décrocher dans le haut du Galibier. Donc quelle était la stratégie de la Movistar? Il faudra me l'expliquer. J'ai l'impression que dans cette équipe, autant sur le Giro ils avaient plutôt bien géré, autant là, et comme on dit par chez moi, ils ont un peu chié dans la colle.
Voilà les Movistar. Deuxième bonnet d'âne, Adam Yates dans l'échappée avec un équipier, mais contrairement à son frère qui en a gagné deux, contrairement à Daryl Impey qui était également dans l'échappée, qui en a gagné une, contrairement à également à d'autres coureurs de son équipe qui ont gagné à Trentin, voilà, je vais me souvenir qu'il a gagné également une étape, et bien pour lui ça n'a pas fonctionné. Jamais en mesure de faire la différence, puis lâché extrêmement tôt, Adam Yates. Surtout il a fait des efforts à contre-temps, enfin, il y a des moments où il roulait très très fort dans l'Isoire, hein, qu'il n'y avait pas besoin, pour revenir sur Julien Bernard. Moi, Adam Yates, je pense que c'est une erreur de casting sur ce Tour de France. Je pense qu'Adam Yates, on a compris sur le Tour l'année dernière que c'était pas un mec qui pouvait gagner le Tour de France, c'était un mec qui pouvait faire des top 10, mais est-ce que Mitchelton Scott se contente de top 10? Je ne pense pas. Donc voilà, je trouve que c'était une erreur de casting de mettre Adam Yates comme leader, alors qu'il y avait peut-être un Chavez qui est plus performant, mais peut-être que Chavez c'est pour emporter la Vuelta, qui sait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc nous on se retrouve demain pour faire l'analyse de l'étape 19, qui est un peu moins difficile que cette étape 18, mais qui nous promet beaucoup avec une certaine montée vertigne. C'est pas la plus difficile, mais bon, elle est régulière. Puis on se retrouve surtout demain soir pour faire le débrief de cette étape numéro 19. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao.